Crise climatique, guerre, pandémie. On a l'impression que le monde part un peu à la dérive, pas vrai? On cherche des solutions partout à l'extérieur, mais les problèmes ne font que s'empiler. Et si en fait on regardait dans la mauvaise direction depuis le début? Aujourd'hui, on va explorer une idée assez radicale. Et si la source de tout ce chaos se trouvait en fait à l'intérieur de chacun de nous? Regardez bien ça, c'est le paradoxe un peu brutal de notre époque. On vit dans les nations les plus avancées de l'histoire, sur le plan scientifique, matériel, tout ce qu'on veut, et pourtant ce sont ces mêmes nations qui connaissent des souffrances parfois insupportables. C'est bien la preuve que le progrès matériel, ça ne garantit pas le bonheur. C'est même souvent tout le contraire. En fait, si on voyait le monde comme une sorte de grande scène de crime, on accuserait qui? L'économie, les gouvernements, la technologie, les suspects habituels. Mais si tous ces problèmes n'étaient au fond que des symptômes, les symptômes d'une cause bien plus profonde qu'on ne le pense. Et attention, on ne parle pas de concepts abstraits, hein. Les problèmes sont très concrets. On parle de changements climatiques extrêmes, de pannes de courant géantes qui paralysent tout, on parle de guerres qui visent directement les infrastructures civiles, comme en Ukraine, ou encore de barrages qui s'effondrent en Chine, emportant des villes entières. La conclusion, elle est assez simple. Absolument personne n'est à l'abri. Le contraste est vraiment saisissant. D'un côté, il y a nos villes modernes, hyper connectées, mais où une simple panne de courant peut transformer la vie en cauchemar. Et de l'autre, le souvenir d'un petit village au Népal, Solukhumbu. Pas d'électricité, rien, mais un simple feu de bois suffisait à créer de la chaleur, de la joie. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on a bien pu perdre en chemin? C'est là que l'analyse nous propose de tout retourner, un changement total de perspective. Et si on arrêtait de chercher le coupable dehors? Si, pour une fois, on commençait l'enquête à l'intérieur de soi? Alors, voilà notre premier indice. Le texte utilise cette image qui est hyper parlante, l'humanité comparée à une colonie de fourmis. On court partout, jour et nuit, on s'agite, on traverse les océans. Mais pourquoi faire au final? Presque toujours pour la même chose, satisfaire les besoins de notre petit moi, chercher notre propre petit bonheur personnel. Et cette agitation constante, toujours centrée sur l'ego, elle nous enferme dans une sorte de boucle sans fin. On est tellement occupé à courir, à s'affairer, qu'on ne se demande même plus si on va dans la bonne direction. Et pendant ce temps, on passe complètement à côté de la vraie source de notre insatisfaction. Alors, si le coupable, ce n'est ni le système ni les autres, qui est-ce? L'enquête nous mène vers un suspect qu'on n'aurait peut-être pas soupçonné au premier abord. Un ennemi qui se cache à la vue de tous. Le voici, le coupable. D'après cette analyse, la pensée d'auto-chérissement. Et attention, ce n'est pas juste un petit coup d'égoïsme par-ci par-là. Non, c'est bien plus profond. C'est notre système d'exploitation par défaut. Cette conviction, souvent totalement inconsciente, que moi et mes désirs, c'est la chose la plus importante de tout l'univers. C'est cet état d'esprit qui est identifié comme notre plus grand ennemi. Et c'est là que ça devient vraiment crucial. Sans même s'en rendre compte, on devient esclave de nos propres concepts. On s'enchaîne nous-mêmes à cet ennemi intérieur. Et le plus tragique dans tout ça, c'est qu'on utilise notre propre vie, notre précieuse vie, comme un instrument pour créer encore et toujours plus de souffrance. Ok, bon, le diagnostic est posé. Le problème vient de l'intérieur. Alors, logiquement, la solution doit aussi s'y trouver. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une porte de sortie. Il existe une méthode, une sorte de plan, pour faire face à cet ennemi. Mais attention, il y a une distinction super importante à faire ici. Il ne s'agit pas juste d'accumuler des connaissances, un peu comme on téléchargerait des données sur un ordinateur. La source est très claire là-dessus. Ça, c'est de l'étude intellectuelle, et ça ne mène pas à la paix. Non, la vraie pratique, c'est une transformation active et profonde de l'esprit. On peut imaginer notre esprit comme un miroir. À la base, il a ce potentiel incroyable de refléter la réalité exactement telle qu'elle est. Le problème, c'est qu'il est recouvert par des couches et des couches de poussière. La poussière de nos concepts erronés, de cet auto-échérissement. Eh bien, la pratique, c'est tout simplement l'action de nettoyer ce miroir, pour enfin y voir clair. Et heureusement, on n'a pas à y aller à l'aveuglette. L'analyse propose une méthode très structurée, une sorte de carte routière pour l'esprit, qui s'appelle le Lamrim. Pour faire simple, c'est une condensation des 84 000 enseignements du Bouddha, mais sous la forme d'un chemin accessible à tous. Alors, ce chemin, il se fait en 3 grandes étapes, c'est très logique. La première, la capacité initiale, c'est la base. Apprendre à vivre de façon éthique pour éviter les grosses souffrances. Ensuite, on passe à la capacité intermédiaire. Là, on veut se libérer soi-même du cycle sans fin des problèmes. Et enfin, le sommet du chemin, la capacité supérieure, c'est quand on dédie toute sa pratique au bien-être de tous les êtres, sans aucune exception. Et c'est là que tout bascule. Cette dernière étape, c'est une véritable révolution intérieure. C'est un renversement complet de notre perspective habituelle. Voici l'antidote ultime à notre ennemi intérieur. L'idée est aussi simple qu'elle est radicale. D'un côté, toute notre souffrance, sans aucune exception, viendrait de cette obsession à se chérir soi-même,
le fameux « je ». Et de l'autre, tout le bonheur, le vrai, le durable, viendrait de l'exact opposé, le fait de chérir les autres. C'est l'antidote parfait, le négatif de notre problème. C'est une belle théorie, on est d'accord, mais est-ce que ça tient la route dans le monde réel? L'analyse donne un exemple assez frappant tiré de la pandémie de Covid-19. Au milieu de la peur générale, des moines se sont dévoués corps et âme pour s'occuper des malades et des corps des défunts que plus personne n'osait toucher. L'un d'eux n'a jamais attrapé la maladie. L'explication qui est donnée? Sa protection n'était pas un masque ou un bouclier matériel, mais la puissance de sa compassion. Et pendant ce temps-là, les gens les mieux protégés du monde, de la reine d'Angleterre au président américain, ont tous fini par contracter le virus. Le pouvoir de l'esprit est immense, dans un sens comme dans l'autre. L'exemple le plus terrifiant, c'est celui de villageois dans des régions isolées qui sont littéralement morts de peur du Covid, avant même que le virus n'arrive chez eux. C'est leur propre esprit, complètement terrifié par les nouvelles, qui les a tués. Franchement, cette phrase, elle fait froid dans le dos. L'esprit tue. Mais voilà le truc. Si notre esprit a le pouvoir de nous détruire, ça veut dire qu'il a aussi le pouvoir de nous guérir, de nous protéger et de nous libérer. Tout est une question d'entraînement. Alors passons maintenant à l'immense potentiel de paix que ça représente. Et c'est peut-être ça la conclusion la plus puissante de toutes. Si nos esprits, livrés à eux-mêmes, non entraînés, peuvent créer autant de chaos et de souffrance dans le monde, alors imaginez une seconde le potentiel d'un esprit entraîné. Un esprit tourné vers la compassion pourrait devenir une véritable force pour la paix dans le monde. Ce qui nous laisse avec cette pensée pour la fin. Si on acceptait cette idée, ne serait-ce qu'un instant, l'idée que la source de nos plus grands problèmes, de notre anxiété personnelle jusqu'aux crises mondiales, n'est rien d'autre qu'un bug dans notre logiciel interne. Qu'est-ce qu'on ferait différemment demain matin en se levant ?